Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie comme j'en ai envie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut, que j'ai rencontré dans mon groupe de théâtre. Et il s'avère que Thibaut souffre du diabète. Et j'ai eu envie d'en parler, puisque je pense que la plupart des personnes ne connaissent pas bien cette pathologie, les impacts qu'elle a et les conséquences sur le quotidien que ça peut avoir. Donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir parler du diabète en compagnie de quelqu'un de directement concerné, qui plus est en 2019 avec les évolutions ou les retards en matière de santé que ça peut avoir, tout ce qu'une maladie chronique peut impliquer, que ça soit avec les proches, au quotidien, et puis vis-à-vis de soi-même. Thibaut est le premier garçon à participer dans Sois sage et parle fort. Bienvenue Thibaut. Bonjour Marie. Thibaut, qui es-tu ? Je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence à Sorbonne Université spécialisée en sciences de la Terre. Je suis né à Avignon en 98. J'aimerais me spécialiser dans la paléontologie. Alors ça, je trouve ça déjà super original. Faudrait refaire un podcast juste sur ça. Genre, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'étudier les fossiles ? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est pas méga connu en France. Et pourtant en France, c'est une grande terre de paléontologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé au fur et à mesure de ma scolarité de me spécialiser dans cette voie-là. C'est rare d'entendre parler de quelqu'un qui veut faire de la paléontologie. C'est pas commun. Du coup, tu es arrivé à Paris cette année. Avec Claudia, tout à fait. Ta copine. Et depuis quelques années, tu souffres du diabète. J'étais diagnostiqué diabétique de type 1 en novembre 2010. En fait, en novembre 2010, on avait fait un voyage avec mes parents à Paris. Très rapidement, j'ai plus ou moins développé des symptômes. Le fait que toutes les nuits, je me levais très régulièrement pour aller aux toilettes. Au moins 5 ou 6 fois par nuit pour devoir uriner, pour boire aussi, parce que ça assèche beaucoup. J'avais soif tout le temps, à chaque fois qu'on sortait dans la rue, il fallait que je me prenne un truc à boire parce que j'étais assoiffé, même si ça faisait qu'une heure que j'étais sorti. J'avais aussi perdu un peu de poids, 5 kilos à peu près, en quelques mois. Et finalement, en fait, mes parents se sont posé la question, et mes parents se sont dit que ce serait bien de faire un test. Et finalement, j'ai fait ce test-là, quelques mois après, ça a été positif. Donc t'as attendu plusieurs mois avant de faire le dépistage du diabète. Oui, enfin, peut-être pas plusieurs mois, mais en tout cas plusieurs semaines, ouais. Alors du coup, en 2010, donc tu avais... J'avais 12 ans. Et avant ça, j'avais pas de syndrome particulier. Il n'y avait pas de signes avant-coureurs qui pouvaient dire que j'étais diabétique. Rien de particulier. Du jour au lendemain, il y a eu des symptômes. En fait, voilà, c'était une période qui était assez bizarre et finalement, mes parents se sont dit, écoute, on va quand même faire un test parce qu'on sait jamais. Finalement, ce test a été positif et ensuite, j'ai été hospitalisé à l'hôpital d'Avignon pendant 2 semaines et c'était un peu choquant et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait le début d'une aventure, peut-être un peu compliquée, mais... T'avais déjà compris à l'époque qu'est-ce que ça impliquait ? Pas vraiment. Je m'intéressais beaucoup à la SVT déjà, donc du coup je savais ce qu'était un peu le diabète, mais j'avais pas eu l'expérience de ça. Avant d'être diagnostiqué diabétique, ton alimentation, elle était comment ? Mon alimentation, elle était chancelante, c'était un peu pas vraiment de spécificité. Je mangeais pas mal de sucreries aussi. C'est l'âge. Dans l'âge, on n'était pas dans une phase où on avait beaucoup de problèmes de santé, tout ça. Vous n'étiez pas dans la junk food, et inversement, vous n'étiez pas dans la gastronomie bobo bio, quoi. C'était... normal. C'était... D'une famille française normale. Voilà, exactement. Et du coup, t'as eu ce diagnostic, donc t'as été suivi à Avignon, et de là, ils t'ont du coup, je suppose, bien expliqué comment faire. Est-ce que tu pourrais déjà nous redéfinir ce que c'est le diabète ? Peut-être que la plupart des personnes ne savent pas précisément, ou alors ils savent juste que, il faut pas manger trop de sucre, etc. Mais c'est très flou pour beaucoup de personnes. Déjà, le diabète de type 1, avant tout, c'est un diabète, une maladie auto-immune qui s'attaque à une partie du pancréas, les îlots pancréatiques, et notamment sur un type de cellules qui représente la majorité des cellules des îlots pancréatiques, qui s'appellent les cellules bêta. Elles sont très importantes parce qu'elles ont la particularité de produire une hormone, qu'on appelle l'insuline, et qui va permettre la régulation de la glycémie, à savoir le taux de sucre dans le sang. C'est une maladie qu'on appelle très souvent le diabète insulinodépendant parce que ça enlève les productions d'insuline du pancréas. Et tu deviens dépendant à des injections d'insuline. Voilà. Et du coup, pour réguler ce taux de sucre, je suis obligé de me supplémenter en insuline par le biais d'injections régulières. C'est pas comme le diabète de type 2, qu'on entend aussi beaucoup parler. C'est le diabète qu'on appelle
s'appelle le diabète insulino-résistant. Et la différence, c'est que la production d'insuline, elle n'est pas arrêtée, c'est juste qu'elle devient inefficace sur les cellules qui vont gérer le sucre. Le diabète de type 2, ça représente la majorité des diabètes. En France, ça représente 90% des diabétiques. En général, le diabète de type 2, effectivement, c'est plutôt le résultat d'années et d'années de mauvaise alimentation ou trop riche, etc. Ça peut être ça aussi, hein, en général. En fait, ça, c'est surtout le diabète de type 2. Oui, voilà. Le diabète de type 1, c'est pas mortel. La plus grosse chose qui puisse nous arriver, éventuellement, c'est le coma, en cas d'hypoglycémie sévère. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait le diabète de type 1 et qui se ferait pas diagnostiquer et qui se ferait pas traiter ni rien, au bout d'un moment, il finit par en mourir, non ? Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que normalement, quand on est diabétique et qu'on mange assez régulièrement, en fait, on est surtout en hyperglycémie. Oui, puisque comme il n'y a pas d'insuline pour réguler, il y a tendance à être plus... Voilà. Les hyperglycémies ont cette particularité, contrairement aux hypos, de ne pas avoir de symptômes. On peut passer l'intégralité de nos journées en hyperglycémie sans le savoir. Sans s'en rendre compte. Oui, mais c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon, parce que en fait, le problème de l'hyperglycémie, surtout sur le long terme, parce que quand on est jeune, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, c'est dans les années les plus avancées, les capillaires sanguins vont beaucoup s'abîmer du fait de cette quantité de sucre, parce que ça va augmenter l'acidité dans le sang, et ça risque de provoquer d'autres problèmes, comme la circulation sanguine, des choses comme ça. Un diabète de type 1 ne peut pas découler sur un diabète de type 2. Non, pas à ma connaissance, parce que comme c'est une maladie auto-immune qui utilise des anticorps, en fait, ces anticorps-là ne peuvent pas provoquer de nouveau une insuline qui ne marcherait pas. D'accord, je comprends, ok. Parce qu'en fait, effectivement, le diabète de type 2, c'est insulino-résistant, voilà. Contrairement au diabète de type 1 qui est insulino-dépendant. Voilà, c'est deux choses différentes. Et on a aussi un troisième type qui est en train d'apparaître un peu en France, qui s'appelle le diabète de type 1 LADA. En fait, c'est le diabète de type 1 lent. C'est un diabète de type 1 qui peut apparaître très tard. Par exemple, ma mère est diabétique de type 1 LADA. Je ne le savais absolument pas quand on m'a diagnostiqué diabétique. Pas d'antécédents génétiques. Voilà. La petite sensibilité qu'on peut avoir quand on est déjà de type 1, elle peut se transmettre, mais sauf que le truc c'est que c'est pas automatique, parce qu'en fait c'est pas du 50-50. Ouais. C'est pas soit c'est transmis, soit c'est pas transmis. C'est plutôt, je crois, pour une femme, la probabilité de transmettre les gènes du diabète de type 1 à son enfant, ça tourne autour des 5% à peu près. Ouais. Et du coup, t'as été pris en charge à Avignon, comment ça s'est passé en fait au début ? En fait j'ai été pris très vite. J'ai passé beaucoup de temps à Avignon. En fonction de mes lieux de vie, j'ai changé de diabétologue, j'ai changé de façon de penser le diabète. Et là, en montant sur Paris, je vois encore une autre diabétologue. Et globalement, le suivi est sensiblement le même et à même intervalle ? Le diabète, en fait, c'est une maladie qu'il faut suivre assez régulièrement. Tout simplement parce qu'on a une mesure à faire qui s'appelle la mesure d'hémoglobine glyquée. Ça va mesurer la quantité de molécules d'hémoglobine qui vont avoir une marque de sucre dans le sang. C'est une mesure qui peut se faire très facilement pour n'importe quelle personne, en fait. Mais toi, tu dois le faire assez régulièrement. Voilà, il faut que je le fasse assez régulièrement parce que c'est cette mesure-là qui va permettre de voir l'adaptation ou l'équilibre du diabète sur une période allant de 3 à 4 mois. D'accord, donc en fait, ça te permet tous les 4 mois de faire un peu un état des lieux sur plusieurs mois, ce qui s'est passé, comment a évolué ton taux d'insuline dans le sang, etc. en fonction sûrement de ton alimentation, de ton activité, etc. Voilà. Pour un non-diabétique, l'hémoglobine glyquée, elle doit être aux alentours de 6,5 à 7%. Et alors que pour un diabétique de type 1, il faut que ce soit entre 7 et 7,5% à peu près. D'accord. Le but étant de la faire redescendre le plus à la norme. Étant de le stabiliser aux alentours de 7 à 7,5%. Et l'idéal est d'observer peu de variations parce que ce sont les grands écarts qui sont mauvais. Voilà, c'est les grands écarts qui sont mauvais, surtout les grands écarts sur des longues durées. Je sais pas si on est, je dis n'importe quoi, pendant 3 jours en hyperglycémie, ça va avoir beaucoup d'impact sur la mesure de l'hémoglobine glyquée, même si elle est faite 4 mois plus tard. D'accord. C'est pour ça qu'il faut avoir un suivi quand même régulier. Voilà, il faut avoir un suivi avec des diabétologues, et généralement tous les 3 mois, parce que c'est eux qui vont nous prescrire les mesures d'hémoglobine glyquée. Et entre 2010 et 2019, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est de la même façon ? Moi, mon expérience que je partage, c'est une expérience qui est très personnelle. Ça peut être beaucoup plus facilement régulé chez certaines personnes et beaucoup plus difficilement chez d'autres. Pendant les 7 premières années, c'était bien. Enfin, j'avais une hémoglobine glyquée qui était correcte. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé mes études supérieures, à partir du moment où je suis sorti d'un cadre de vie stable, là, j'ai senti qu'il y avait des petits déséquilibres dans mon diabète. Je commençais à monter aux alentours des 8% d'hémoglobine glyquée. Et tu le sentais physiquement ?
Ben pas tant que ça, c'est juste que j'avais beaucoup plus d'hyper au sein des journées et c'était plus difficile. Et puis au fur et à mesure ça s'est un peu empiré. Je suis monté jusqu'à 9%, toujours des variations, parfois je descendais à 8%, C'était des choses comme ça. beaucoup Mais c'était moins stable. Voilà, c'était beaucoup moins stable, je faisais beaucoup plus d'hypo aussi, parce que aussi l'hémoglobine glyquée ça prend en compte les hypoglycémies. Et là c'est comme quand t'as pas assez mangé, ben pouf, t'y a plus personne. Ben voilà, il y a beaucoup de moments où quand on est en hypoglycémie, moi je sais que je suis plus le même en fait. Ouais. Je suis très souvent fatigué. Les symptômes de l'hypoglycémie, elles sont très variables en fonction des personnes. Il va y avoir des personnes qui vont se sentir trembler des mains, il y a des personnes qui vont se sentir suer, il y a des personnes qui vont se sentir fatiguées, il y a des personnes qui, au contraire, vont le sentir trop tard. Voilà, exactement. Et toi, tu le sentais monter ? Les hypos, c'est assez facile de les sentir. C'est généralement quand on a une petite baisse de morale ou un truc comme ça. Moi, je sais que c'est souvent le moral qui est touché par les... Je pensais pas du tout que le diabète pouvait impacter l'humeur. Oui, moi je sais que moi aussi je le savais pas. Finalement j'ai découvert ça. En fait c'est toujours des moments où quand on est un peu triste, un peu fatigué, voilà, apathique, nihiliste, un peu en étant triste, en étant plus soi-même, en vouloir parler aux autres, tout ça. Là tu te dis il y a de la glycémie qui est un petit peu ras des pâquerettes. Voilà, ça c'est très souvent lié à des hypoglycémies. Il y a beaucoup de moments où j'étais plus le même, où je perdais la notion du temps, même un peu la mémoire sur certains points, genre sur des plages horaires complètement. Voilà, genre par exemple, rendre compte que mince, chiron, et mince, il s'est passé 3 heures quoi. Voilà, plusieurs dizaines de minutes, surtout après, entre les deux, pas me souvenir. Ouais, comme un blackout. Une sorte de blackout complet. Et c'est que après, quand je demande aux gens qui m'entourent, ils me disent qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ils me disent là t'étais en hypo. T'étais pas là. Voilà, t'étais des trucs un peu bizarres. Et au tout début de ton diagnostic, comment tes proches ont réagi ? Déjà, ce qui m'a le plus marqué, le regard de ma mère, en fait, au moment de mon diagnostic du diabète. En fait, elle a eu un peu les larmes aux yeux. Et en fait, ça m'a limite fait plus de mal que d'apprendre que j'étais diabétique, parce que c'était genre, je me suis dit, ok, t'es diabétique, ok, voilà. C'est limite de faire culpabiliser, quoi. Mais parce que ma mère le savait pas du tout. Et puis peut-être parce qu'elle connaissait pas encore bien la maladie. Et voilà, parce qu'elle connaissait pas encore méga bien la maladie, mais ensuite, elle m'a amené à l'hôpital d'Avignon, et elle a beaucoup intériorisé, je pense. Et ensuite, j'ai rencontré des diabétologues, les proches qui venaient me voir à l'hôpital aussi, s'intéressaient beaucoup au diabète. J'ai jamais rencontré de personnes qui ne voulaient pas accepter le diabète ou qui... C'est plus qu'au départ, je pense que quand on connaît pas la maladie et quand son propre enfant est concerné par une maladie qui ne se guérit pas, on va dire, ou en tout cas qui se stabilise toute la vie, c'est peut-être un peu compliqué. Donc c'était plus de l'inquiétude, mais c'est vrai que... Oui, c'était certainement plus de l'inquiétude. Et après, quand je suis revenu en cours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, justement, étaient marquées du fait que je sois pas là. Beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui sont venues me dire, alors, c'est quoi le diabète ? Comment on gère ça ? Comment tu fais ? Est-ce que tu t'as fait des injections ? Est-ce que tu fais des trucs comme ça ? Beaucoup de personnes avec des préjugés, mais c'est pas vraiment leur faute. Le diabète, en règle générale, c'est une maladie qui est encore très peu connue. C'était quoi les préjugés ? Les préjugés, c'était t'es devenu diabétique parce que t'as mangé trop de bonbons, tu devrais un peu surveiller ton alimentation. Ne te resserre pas des bonbons, non. Ouais, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, surtout pour le diabète de type 1, parce que ça peut arriver comme ça, quoi. Genre, même si on a une alimentation qui est pas trop riche en sucre, ça peut arriver comme ça, au milieu de rien. Et dans ton quotidien, ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'alimentation, par exemple ? Comment dire ? Le truc qui a évidemment le plus changé, c'est le rapport à la nourriture, parce que maintenant, il faut que je mange des quantités assez régulières de sucre dans les journées. Il faut aussi que j'ai une alimentation qui est quand même assez équilibrée, pour pouvoir varier les plaisirs aussi, sans avoir une sensation de trop plein. Ou de frustration par rapport à certains éléments. Mais je sais, par exemple, que le diabète est beaucoup plus facilement gérable actuellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie pour le diabète s'est développée beaucoup. Dans les années 90, des diabétiques qui avaient des grosses plaquettes vraiment énormes pour simplement donner le résultat de la glycémie. Actuellement, c'est une petite télécommande qui fait même pas la taille de ma main. Et même pour les injections d'insuline en elles-mêmes, c'était des injections à la seringue, c'était beaucoup difficile. Plus compliqué. Oui, je me souviens de ça, ça m'avait marqué d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où la technologie sur le diabète s'est beaucoup développée. Disons que le suivi de l'insuline est beaucoup plus simple et du coup l'adaptation alimentaire est beaucoup plus facile aussi. Et voilà, exactement. La question c'est plutôt de combien est-ce que ça va me faire évoluer ma glycémie. En gros, maintenant tu sais par exemple que tel type de repas ça passe facile et d'autres moins. Par exemple, je sais que par exemple les repas en junk food américains, souvent les burgers, les choses comme ça fait beaucoup augmenter la glycémie. Par contre, il y a des repas qui vont faire beaucoup moins varier le diabète. Par exemple, les repas japonais, qui ont quand même une quantité de glucides, mais parce que
Eux, c'est souvent du riz, c'est des féculents qui sont assez particuliers, qui rentrent très rapidement dans le sang. Le riz, en règle générale, c'est un féculent qui s'absorbe assez bien et qui passe très rapidement dans le sang en général. Tu dois connaître tous les types de glucides. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui servent justement. Ah bon, il y a beaucoup d'applications qui servent justement à connaître la quantité de sucre qu'il y a dans plusieurs quantités. Notamment, je pense à GluciCheck. Alors là, notez tous ceux qui veulent suivre la quantité de glucides de leurs aliments. C'est une application pour les diabétiques. Voilà, ça sert beaucoup pour les diabétiques. C'est une application qui te permet de rajouter les différents éléments que tu manges, savoir exactement quelle quantité de sucre il y a pour l'adaptation des doses. Mais du coup, tu rentres tous les aliments du repas ou que les sources de glucides? Souvent, c'est là où il y a le glucide, généralement. D'accord. Parce que par exemple, si vous faites une entrecôte ou si vous mangez une salade d'endive ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas forcément besoin. C'est des aliments qui sont assez pauvres en glucides. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand tu as un repas, par exemple, avec des pâtes, si jamais il y a une matière grasse dans les pâtes, ça va permettre de diminuer l'index glycémique. Enfin, il y a aussi des combinaisons comme ça. Après, le truc, c'est que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que le gras, ça va avoir un indice glycémique qui est faible, ce qui fait que des aliments extrêmement riches en sucre ont un indice glycémique faible du fait de cette quantité de graisse. Je pense par exemple au Nutella par exemple. Ah bah ça va alors. Ouais. Non, mais en fait c'est pas le truc, c'est que l'effet du gras ça va ralentir justement l'effet de l'hyper. Après avoir pris des pâtes à tartiner ou tout ça, on va avoir une petite évolution graduelle et du coup on va se dire ça va en fait. Et en fait il y a un contre-coup derrière. Et en fait quelques heures plus tard ça part en flèche quoi derrière. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup tu te mets à devoir forcément t'intéresser à cette question et à devoir apprendre aussi de tes expériences. Oui, en fait, c'est très souvent, on peut se dire, après avoir mangé des produits assez sucrés ou des choses comme ça, ça a fait évoluer ma glycémie de telle manière. Je suis pas non plus expert, c'est plutôt genre, tu vois comment ça a vécu pour toi. Parce que comme c'est une maladie qui est très personnelle, les effets peuvent être différents en fonction des personnes. Il vaut mieux voir comment on réagit sur ça et ensuite adapter nos doses. Plus changer pour toi au quotidien, c'est ça. Voilà, le rapport aux aliments, quand on mange avec les parents ou avec les proches, la quantité de glucides qu'on prend, la sélection des plats par exemple. Ah ouais? Ça a un peu augmenté mon empathie parce que le fait d'avoir cette maladie-là, je me suis dit, en fait, quasiment tout le monde pouvait l'avoir. C'est une maladie qui peut arriver du jour au lendemain, comme ça, sans vraiment de signes avant-coureurs. Du coup, quand des personnes me parlent de leur maladie, de leurs petits défauts, leurs petits soucis, tout ça, je me dis toujours, moi aussi j'ai ça. Et surtout, c'est bien de pas se sentir tout seul. Tu es peut-être plus bienveillant vis-à-vis de la santé en général, peut-être plus sensible, parce que tu as connu aussi le côté médical, tu sais, qu'est-ce que c'est le rapport soignant-soigné, tu passes de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, du côté je dois faire attention parce que ma santé j'en ai qu'une, si jamais je fais pas gaffe, tout part en cacahuète quoi. Ce déséquilibre du diabète que j'avais, c'était parce que je me concentrais beaucoup moins sur moi-même. J'avais une sorte de phase de ras-le-bol. Pendant les études supérieures, tu veux dire? Pendant les études supérieures, en fait j'avais un peu une phase de ras-le-bol marre de la maladie. Voilà, un peu marre de la maladie qui me suit tous les jours, qui parfois peut causer des désagréments, que ce soit avec des amis ou en couple, tout ça. En fait, me rendre compte de ça m'a fait un peu... laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie, laisse-moi aller en concert sans savoir si j'ai des snacks sur moi. Voilà, un peu ça. Et puis en fait, en me rendant compte au fur et à mesure de mes hémoglobines glyquées que ça allait pas du tout. Et surtout, c'est le fait très frustrant, c'est d'essayer de faire des choses et de voir qu'ensuite, ça évolue très très peu. Il faut maintenir les efforts, continuer à maintenir le cap, tout ça. Tu veux dire que si tu décroches un peu, après pour reprendre une stabilité suffisante, ça met du temps? Parfois, quand on est dans une phase de diabète qui est déséquilibrée, on peut mettre beaucoup de temps à s'en sortir. Et très souvent, genre quand j'allais faire mes hémoglobines glyquées, une fois c'était correct, ça avait baissé de quelques pourcentages et j'étais comme ça genre en mode c'est bon, puis ensuite finalement on a une phase de relâchement et après ça peut remonter encore et du coup encore se stabiliser, du coup devoir encore avoir cette sensation de maintenir des efforts qui n'ont pas d'effet. C'est compliqué moralement. Et c'est compliqué parce que du coup c'est une maladie où tu dois être constant en vigilance. Il faut que le diabète soit équilibré, il faut que l'hémoglobine glyquée soit bonne, surtout pendant la jeune période. C'est ça qui va définir la vision de ton diabète que tu vas sur avoir, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sur 10, 20, 30, 40 ans. C'est ça qui est le moins facile dans une maladie chronique, c'est que tu peux pas juste mettre un pansement sur la plaie et hop, t'as guéri. C'est le problème, il vient de l'intérieur, il vient de mon pancréas. Et du coup, tu dois rester focus tout le temps. C'est sûrement ça qui te rend beaucoup plus sensible à la vie de manière générale, parce que tu sais que c'est un équilibre assez subtil, tous les événements du quotidien, et le diabète est une belle représentation de l'équilibre de la vie à maintenir. En fait, le truc, c'est que le diabète, ça a eu beaucoup d'effets sur ma vie au quotidien. Quand je sortais de cours, par exemple, on me disait, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis en hypo, et du coup, je
je vais à l'infirmerie pour me resucrer, ou même dans la vie de couple en règle générale, il faut toujours que je fasse mes injections, même parfois les conséquences de l'hypoglycémie sont visibles en couple et parfois sont très difficiles à vivre pour l'autre. Sexuellement parlant, il n'y a pas tant d'effets que ça, même si pour les hypoglycémies, ça a quand même eu son effet, j'avoue. Pas tant sur la libido que sur l'acte en lui-même, parce que très généralement quand on s'apprête à faire l'acte, que je suis en hypo un pendant ou un peu avant, mon corps va plutôt privilégier mon cerveau plutôt que il a d'autres priorités plutôt que ce qu'il y a en bas, quoi. Mais après ça c'est pour n'importe qui qui sera en hypo, je pense que ça serait sensiblement la même chose. Oui, beaucoup de fois aussi où même après l'acte, je suis tombé en hypo. La transition, Claudia, tu as trop d'effets. La transition est assez choquante. Je gère maintenant, quoi. Ouais. C'est ça, agir vite et je me doute qu'effectivement ça doit pas être toujours facile parce qu'il faut aussi avoir soi-même une bonne connaissance de sa maladie, être assez bienveillant envers soi-même. Justement parce que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de considération pour son corps, en fait, en tout cas pendant cette période, je me laissais un peu dépérir. Je pense que c'est vraiment le plus important dans le diabète, voir que c'est possible d'avoir un diabète équilibré. Il faut être bienveillant envers son corps, connaître son corps évidemment. Avoir de la considération. Voilà. Quelque part, peut-être que souffrir du diabète, c'est aussi, je dirais pas un cadeau, mais ça te force d'une certaine manière à acquérir une sensibilité vis-à-vis de ta santé, plus que quelqu'un qui n'aurait pas à s'en soucier avant de déclencher peut-être pour le coup un diabète de type 2 plus tard. Aussi ce que ça m'a amené le diabète, c'est du fait de cette reconsidération des glucides au sein des repas. Je me suis aussi beaucoup posé la question de mon alimentation. Je suis un mode de vie végétarien depuis à peu près 1 an et demi. D'accord. Je me suis rendu compte que le végétarisme était complètement compatible avec le diabète. Ce végétarisme était causé pour des raisons éthiques, écologiques? En fait, ce mode de vie végétarien est plutôt une association de phases. J'ai reconsidéré ma façon de manger, mais aussi j'étais aussi très curieux. Surtout que ta copine est végane. Et oui, aussi. Et même le véganisme est complètement possible avec le diabète. Bien évidemment, il faut que ce soit équilibré pour éviter les carences. Il faut vraiment vérifier, mais c'est complètement possible. S'il y a des personnes qui sont diabétiques et qui veulent passer un mode de vie végétarien, c'est possible. C'est complètement possible. Et ça me pose aucun souci. Même je pense que depuis que je suis végétarien, mon équilibre glycémique s'est jamais aussi bien porté. Okay. C'est cool. Tu as eu une prise en charge qui évolue récemment parce que tu vas te tourner vers une prise en charge, on va dire, plus moderne. Parce que j'ai l'impression quand même que le diabète a des évolutions technologiques qui permettent de faciliter la vie des diabétiques et puis de faciliter la compréhension de la maladie et son analyse. Récemment, je crois, tu as été hospitalisé pour recevoir une nouvelle forme de suivi. C'est ça. En fait, c'est une nouvelle méthode qui a toujours existé depuis que je suis diabétique, en fait, et que j'avais jamais osé prendre parce que c'était quelque chose pour moi d'assez désuet. En fait, c'est les pompes à insuline qui est installé sur la peau. Qui est tout le temps sur ta peau. Et qui t'injecte automatiquement une quantité d'insuline. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez désuet parce que c'est quelque chose de très gros, de très... pas vraiment ergonomique. J'ai toujours vu ça comme une pompe vraiment genre très grosse. C'est pas très designé quoi. Voilà. Tu dois toujours mettre dans la poche avec un gros fil, relié à un gros cathéter. Et ça, c'était avant, justement. En me renseignant un peu, j'ai découvert une pompe qui s'appelle l'Omnipod, que j'ai actuellement, qui est fixée directement sur la peau, sans cathéter, sans gros fil qui doit passer dans un tuyau et qui me permet en fait de me faire mes injections régulièrement. C'est toi qui paramètres l'insuline injectée et c'est la pompe qui gère son dosage. Voilà, à tout moment les injections peuvent s'arrêter, à tout moment mes quantités d'insuline peuvent varier. Si je vais faire du sport pendant 2 heures un jour, je peux régler une petite fonctionnalité. Par exemple, baisser une quantité de base d'insuline qui va être injectée toutes les heures, qui va me permettre de ne pas tomber en hypo pendant les périodes d'activité physique. D'accord. Tu fais quoi comme sport ? Là, j'en fais pas, mais je sais que si jamais j'en avais envie, au moins ce serait possible. Et du coup, ce mode de suivi, ça t'a été bien présenté par des équipes ici à Paris ? Ça m'a été très bien présenté par des professionnels. Aussi, j'avais déjà eu des visites de prestataires qui étaient venus à l'appartement pour me présenter qu'est-ce que c'était une pompe, comment ça fonctionnait, quel était le mécanisme d'une pompe, etc. Okay. Ce qui fait que quand j'étais en semaine d'hospitalisation, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'avais déjà un peu de background. T'avais plusieurs années d'expérience. Voilà, j'avais déjà aussi plusieurs années d'expérience, et ce qui fait que en fait en 4 jours, j'ai vu mes variations de glycémie vraiment rentrer dans la zone bleue, et ça m'a fait beaucoup sur le moral surtout. C'est de voir que ça m'a été vraiment bénéfique. Mais du coup, toi en tant que patient qui a maintenant quelques années de diabète derrière toi, comment tu trouves la prise en charge en France ? Comment tu trouves
trouves le regard, l'écoute des soignants que tu peux avoir? En fait, le suivi est plutôt correct. Pour la prescription du diabète, en règle générale, les équipes sont assez bien documentées. Les méthodes de gestion sont assez bonnes. Par contre, je pense que le plus gros point à changer, déjà, plus de communication envers les diabétiques en eux-mêmes pour savoir quels sont les moyens de gestion. Parce que si t'étais pas allé chercher les informations toi-même, j'en serais toujours au stylo et avoir une hémoglobine glyquée qui est pas assez de communication, qui est pas stable. assez de prévention. Après, pour les équipes médicales, je pense que ce serait bien de mettre systématiquement les patients avec des conditions qui sont réellement possibles dans la vraie vie. Je pense que dans les hôpitaux, on a des quantités de nourriture qui sont assez faibles comparées à ce qu'on mange dans la vraie vie. Et ce qui fait que... Et tu t'es trouvé en hypo si ça se trouve dans l'hôpital. Voilà. Et justement, du fait d'être dans un hôpital, le corps réagit différemment. Ce qui fait que même certaines quantités d'insuline qui peuvent être cohérentes dans ce milieu-là ne le sont plus. Parce que attends, mais c'est quand même ahurissant parce que c'est un hôpital qui était censé être adapté pour des diabétiques et tu t'es retrouvé à ne pas avoir assez à manger. C'est plutôt que, pour des raisons économiques... Les barquettes sont portionnées. Les barquettes sont portionnées en fonction de ça. On avait toujours la possibilité de rajouter des glucides en disant, si vous voulez un peu plus de glucides, tout ça. Moi, forcément, je l'ai fait. Aussi, j'ai fait une journée qui s'appelle de jeûne glucidique. En fait, c'est une journée sans sucre pour voir comment agit la glycémie de règle générale. Et je sais que cette journée-là, c'était dur. C'était très dur parce que il y avait beaucoup de petits trucs qui faisaient que ça allait pas trop. C'est là qu'on se dit, quand un corps manque du premier élément et surtout, à la vie, c'est toi qui déconne. Et surtout, au moment des repas, les autres qui faisaient pas le jeûne glucidique, qui avaient des grosses quantités, toi tu te retrouvais avec une petite assiette où le plat principal c'était une petite assiette avec le quart seulement rempli avec des épinards. Mais sinon, après, ce jeûne glucidique, c'est pas pour nous faire souffrir. Au contraire, ça a une vraie utilité médicale. Je pense quand même que heureusement que maintenant le diabète est plutôt bien pris en charge, c'est quand même un bon signe. Toi, en tant que patient, est-ce que tu as des moyens de communiquer ou de faire de la prévention? Est-ce que tu fais partie d'une association Moi, je fais pas partie d'une association vraiment. Par contre, je sais qu'il y a la Fédération des diabétiques. C'est une association de diabétiques qui font de la prévention, justement, et qui diffusent des nouvelles méthodes de gestion du diabète. Ou des bonnes pratiques, et même à destination des familles, souvent. Souvent à destination des familles. Il y a aussi l'AJD, l'association des jeunes diabétiques, qui organise des colonies de vacances, qui organise beaucoup de petits séjours là pour faire découvrir aux jeunes personnes qui ont le diabète qu'on n'est pas tout seul. Moi, je me souviens, les colonies AJD, c'était des colonies qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de personnes extraordinaires et qui ont ce point commun évident, on a la même maladie. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a beaucoup de personnes pour nous aider. Aussi, depuis 8-9 ans à peu près, il y a justement cette association des diabétiques qui forme des semaines de prévention pour le diabète. D'accord. Et enfin, il y a plein de moyens de se renseigner sur Internet surtout. Et les applications maintenant. Et les applications aussi pour nous aider. Ça, c'est vraiment ouf. Maintenant, sur iPhone, il y a une nouvelle application, Freestyle. C'est une application qui est justement gérée sur les nouveaux patchs lecteurs de glycémie. D'accord. Et en fait, qui permettent de scanner directement, au lieu d'avoir une petite télécommande, scanner directement avec son téléphone pour avoir ses propres variations. C'est ouf. Il y a plein d'outils maintenant avec la technologie qui permettent Il y a énormément de choses qui nous permettent d'avoir une vie plus simple. Et demain, c'est encore plus simple parce que actuellement, il y a une nouvelle méthode qui est en train d'être créée à boucle fermée, aussi qu'on appelle le pancréas artificiel. C'est comme le principe d'une pompe qui est fixée sur la peau, sauf que maintenant, même les injections sont automatisées. D'accord, t'as pas à les programmer. Voilà, comme un individu normal, c'est-à-dire que quand on va manger quelque chose de sucré, au lieu de se faire une injection en conséquence, cette fois, c'est le pancréas artificiel qui va lui-même régler les quantités d'insuline. Mais là, du coup, c'est un outil qui serait... c'est encore en bêta-test. Ça serait intégré dans le corps? Pas vraiment intégré dans le corps, c'est pas vraiment des greffes, parce que les greffes c'est quelque chose de différent, mais ce serait quelque chose qui serait aussi fixé sur la peau avec une canule. Affaire à suivre. Voilà, c'est une affaire à suivre. Je pense que d'ici quelques temps, on aura trouvé une méthode pour auto-gérer le diabète. D'accord. Pour aller vers la fin de cet épisode, qu'est-ce que t'as apporté le diabète? Si tu devais dire quelles sont les choses que le diabète a pu t'apporter? En fait, le diabète m'a amené des choses positives, avec la suivi de la nourriture, avec l'empathie. En fait, surtout pour le courage, parce que quand j'ai été diagnostiqué diabétique, j'ai entendu le soir même une histoire d'une petite fille à Paris qui s'était suicidée, qui s'était jetée de son balcon. Cette histoire-là, en fait, elle a été plus ou moins liée au fait qu'elle était diabétique. Alors, je connais pas exactement toute l'histoire, mais c'est ça que t'as retenu quand t'étais... mais surtout, en fait, c'est ça que j'ai retenu. Je venais d'être diagnostiqué diabétique, genre quelques heures avant. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait le prendre de la meilleure façon possible. Et surtout, pas se démotiver. Mais surtout, en fait, cette phase de démotivation, elle m'a beaucoup appris. Surtout le regard du diabète par rapport aux autres. De pas se soumettre à la maladie, mais de se l'approprier
pour la vivre le mieux. Et surtout, d'écouter son corps, et de savoir que quand on écoute un médecin, des gens qui sont spécialisés en diabète, ça peut très facilement se faire. Aussi, ça m'a amené des peurs, notamment cette phase de ras-le-bol. J'ai encore un peu peur actuellement de retomber dans une phase de ras-le-bol qui peut arriver comme ça. Peut-être que ça m'arrivera dans 2 mois. J'espère Il suffit qu'il y ait plusieurs éléments concordants. Il faudrait qu'il y ait plusieurs éléments concordants pour retomber dans une phase comme ça. Mais quand je sais qu'il y a des gens derrière nous pour nous aider, c'est rassurant. C'est bien plus rassurant que du fait de se sentir tout seul. Si je devais donner un conseil pour tous les diabétiques qui pourraient entendre ma voix, ce serait garder le courage. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas dramatique. Quand il est bien géré, le diabète, c'est une maladie qui est très difficile, mais qui peut être aussi très facilement gérée. Et qui t'aura permis quand même d'apprendre beaucoup sur plein de choses. Et oui. Après, moi, mes projets actuellement, c'est d'avoir une hémoglobine glyquée qui serait beaucoup plus équilibrée, déjà. Elle est bien là. Là, ça va, j'ai pas refait de mesure d'hémoglobine glyquée, mais avec mes variations, je pense que là, ce serait bon. J'espère justement revenir sur une gamme bien stable. Sur une gamme bien stable. Pouvoir enfin sortir de cette phase un peu de déprime qui me suivait. Je suis sûre que ça va être possible. Et puis, avec ton projet de paléontologie, ça va te donner j'espère, parce que je sais qu'il y a beaucoup de paléontologues en France qui ont des maladies, notamment il y en a qui sont aveugles. Comme quoi. Et comme quoi c'est une question de volonté. Ouais, on se le gère bien. Après, il y a aussi cette notion de patient expert. Un patient expert, c'est plutôt quelqu'un qui a tellement développé au fur et à mesure des années une fine analyse de son diabète que maintenant il peut participer lui-même. Voilà, il peut participer lui-même à l'évolution, on va dire, de la prise en charge. Je sais pas si vraiment je pourrais me définir comme un patient expert. Enfin, je crois que c'est plus si t'as envie de toi t'investir plus, tu peux. Bah voilà. En fait, le truc, c'est que le diabète, c'est une maladie, comme je l'ai dit, qui est encore très peu connue. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent apparaître. Mais c'est marrant parce que j'ai une amie qui est étudiante infirmière, elle va entendre ma voix peut-être, et je l'ai aidée à corriger son mémoire, et elle a fait son mémoire sur notamment les patients experts. Et elle avait notamment fait un focus sur la prise en charge du diabète. Elle montrait que lorsqu'il y avait des patients experts diabétiques qui participaient, ils avaient pu échanger des bonnes astuces entre eux, etc. Et qu'il y avait des patients qui, sans l'aide de ces autres diabétiques, n'auraient pas pu apprendre qu'il y avait tel moyen d'insuline, de pompe, etc. Et que c'est là qu'on se dit, oui, les médecins sont là pour fournir les solutions, mais parfois, finalement, il y a des carences même au sein des équipes soignantes. Donc, il faut savoir aller chercher les informations soi-même, ou alors avoir d'autres personnes souffrant de la pathologie qui peuvent dire, attends, moi je connais un truc. C'est ça. Quand on est diabétique et qu'on découvre un peu ce milieu-là, quand on va voir des médecins, très généralement, ça nous paraît un peu abstrait, parce que forcément, on dit, il faut que vous fassiez tant d'unités en insuline à tel moment de la journée. Dans ta journée. Mais dans le concret, je sais que j'ai beaucoup plus appris en 2 heures en parlant avec quelqu'un de diabétique que plutôt avec un médecin qui parfois peut avoir des mouvements de phrases un peu abstraites et qui parfois peuvent dire alors on fait comme ça. Ok, très bien, on fait comme ça. D'accord. Et voilà. Mais sinon, en fait, le diabète, c'est une maladie qui est très difficile, mais qui est vivable. Et ça, il faut surtout que ce côté vivable du diabète. C'est pas un poids qui pèse sur tes épaules. Ça peut très facilement être quelque chose, genre moi je. Au même titre que je suis myope. Voilà. Ça peut devenir un détail. Il faut juste que. Ça devienne un détail. Il faut que ça puisse devenir un détail. Un dernier mot. Checkez votre hémoglobine glyquée, les gens. Si jamais vous avez très soif d'un coup. Voilà. Si jamais vous avez très soif d'un coup, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des tests en pharmacie. Ah ouais. Vous pouvez prendre rendez-vous avec des diabétologues aussi, qui vous expliqueront la marche à suivre si jamais vous devenez diabétique. Merci Thibaut. Et surtout, le plus important, je pense, c'est continuer à profiter de votre vie. Laissez pas le diabète vous. Le diabète vous, ou tout autre. Prendre, autre maladie. Laissez pas le diabète vous prendre vos meilleures années. Faites attention quand même. Soyez rigoureux, mais surtout profitez de la vie. C'est le plus important. Waouh, j'adore ta conclusion Thibaut. Merci beaucoup merci d'avoir participé. J'espère que cet épisode vous aura intéressé autant que moi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.